Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. Nous ouvrons ce journal avec les relations sino-kazakhs. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a rencontré son homologue kazakh Karim Massimov au Grand Palais du Peuple à Beijing. Les deux dirigeants se sont rencontrés après la traditionnelle cérémonie d'accueil. Le Premier ministre chinois a déclaré durant cette rencontre que de grands progrès avaient été observés dans le domaine de la coopération industrielle et énergétique. Li Keqiang a indiqué que les relations Chine-Kazakhstan devaient se renforcer davantage pour faire face au ralentissement de la croissance économique mondiale. Karim Massimov a lui déclaré que le Kazakhstan voulait améliorer sa coopération avec la Chine dans l'industrie, la finance, l'éducation et les échanges entre les peuples. Les deux pays ont émis un communiqué commun après la rencontre. Les deux dirigeants ont également assisté à la signature de plus de 10 documents de coopération. M. Massimov est en visite officielle en Chine sur invitation de Li Keqiang. Le Premier ministre kazakh participera également à la rencontre des premiers ministres de l'Organisation de coopération de Shanghai à Zhengzhou cette semaine. La 14e réunion des premiers ministres de l'Organisation de coopération de Shanghai a commencé dans la ville de Zhengzhou en Chine centrale. Les 2 jours de réunion seront axés sur l'application des objectifs réalisés lors du sommet de l'OCS. Les chefs des gouvernements de Chine, de Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan s'entretiendront sur la coopération dans le domaine du commerce et d'autres secteurs. La Chine a également réitéré son soutien à la coopération régionale au travers de l'initiative d'une ceinture et d'une route. Les discussions porteront sur la lutte contre le terrorisme et le maintien de la stabilité régionale. Les dirigeants discuteront de la manière de prévenir l'infiltration des forces terroristes et d'améliorer la coordination des informations et des échanges. La 14e réunion des premiers ministres de l'Organisation de coopération de Shanghai s'est ouverte à Zhengzhou, la capitale de la province centrale du Henan. Le secrétaire général de l'OCS, Dmitry Mezentsev, donne son avis sur le développement de l'organisation. Cela a déjà fait 14 ans depuis l'établissement de l'OCS. Que pouvons-nous attendre de cette réunion de premiers ministres des nations membres de l'Organisation de coopération de Shanghai? Les thématiques de la réunion couvrent divers domaines, dont les échanges, l'économie, les transports, la finance, la sphère humanitaire et l'investissement. Dans tous les cas, les chefs de gouvernement mettent l'accent sur l'initiative proposée par le président Xi Jinping, ce qui constitue l'initiative de la ceinture et de la route. Nous allons présenter un rapport sur les résultats de nos engagements dans le commerce, la coopération économique par le passé, mais aussi l'engagement futur des États de la famille de Shanghai, et en prenant en compte les intérêts des États eux-mêmes, les programmes nationaux spécifiques de développement de ces États et économies. La déclaration conjointe des chefs de gouvernement accordera une attention spéciale aux projets d'infrastructures et multilatéraux en matière de transport, d'énergie, d'agriculture, de tourisme et de culture. Les coopérations sécuritaires et économiques sont souvent considérées comme les 2 roues de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Sur toile de fond de la pression économique et des menaces terroristes, quelles mesures spécifiques les dirigeants de l'organisation vont-ils prendre pour s'attaquer aux problèmes existants? La principale priorité de l'Organisation de la coopération de Shanghai est d'établir la stabilité et la sécurité dans la région. Mais à partir de 2004, les chefs d'État ont mentionné que le commerce et la coopération économique sont aussi des priorités de l'organisation. Nous pensons que maintenir les principes des économies en voie de développement et améliorer le bien-être des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai sont des facteurs primordiaux pour assurer la stabilité de la région. Nous allons continuer notre travail d'étendre le réseau antiterroriste. Nous avons rappelé de nombreuses fois que l'Organisation de la coopération de Shanghai n'est ni une union politico-militaire, ni une organisation militaire. Nous nous appuyons sur des mesures politiques et diplomatiques pour combattre les 3 forces maléfiques, le séparatisme, l'extrémisme et le terrorisme. Comment considérez-vous le rôle de la Chine dans la promotion du développement de l'OCS et de la coopération économique régionale? La Chine joue un rôle important dans l'organisation, car le quartier général de l'OCS se trouve dans la capitale chinoise Beijing, également en raison de la profonde implication des ministres et membres du gouvernement chinois. Sans leur aide, la mise en place des mesures s'avérerait impossible. Les États membres ont beaucoup bénéficié de l'esprit de l'Organisation de Shanghai,
qui est un esprit d'intérêt mutuel, de confiance et d'ouverture, ainsi que de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. C'est cela qui fait l'OCS une organisation intégrée. La ville d'eau chinoise de Wuzhen, dans l'extrême est de la Chine, s'apprête à accueillir la conférence mondiale de l'Internet qui débutera mercredi. Le thème de la conférence, dont la première édition avait eu lieu l'an dernier, est un monde connecté, partagé et dirigé par tous, bâtir une communauté de cyberespace au destin commun. Plus de 2000 invités d'honneur y participeront, parmi lesquels 8 chefs d'État et une cinquantaine de responsables ministériels. Le gouvernement chinois a montré son attachement à cet événement. D'ailleurs, Xi Jinping, le président chinois, y prononcera un discours. Durant cette conférence, 10 forums seront organisés au cours desquels pas moins de 22 sujets principaux seront abordés. Parmi les thèmes retenus, on peut citer la communication culturelle sur Internet, l'innovation d'Internet, la coopération économique numérique et la gouvernance de l'Internet. Une exposition dédiée à Internet sera également organisée en marge de la conférence. Elle présentera les technologies de pointe ainsi que les dernières avancées du secteur. C'est le 20 avril 1994 que la Chine s'est connectée pour la première fois à Internet. Difficile d'imaginer qu'il a fallu à peine une vingtaine d'années au pays pour mener sa révolution Internet. La première chose que je fais le matin, c'est de jeter un œil à mes comptes Weixin et Weibo pour voir si mes amis m'ont envoyé des messages. Puis je regarde les nouvelles pour voir s'il y a quelque chose d'amusant. Je fais même ça aux toilettes. Un comportement typique de la génération née dans les années 80. Il y a 20 ans de cela, c'était inimaginable. Pour en savoir plus sur le début d'Internet en Chine, partons à la rencontre du maître d'œuvre de cette connexion historique. La professeure Ru Qireng est âgée de 80 ans. Elle explique que la première connexion Internet de la Chine remonte en fait au 19 avril, la veille de la date officielle, le 20. Le soir du 19 avril, mon jeune collègue Li Jun était de garde et il s'est soudainement aperçu qu'il était sur Internet et qu'il pouvait accéder aux sites américains. Il était tellement content, c'est incroyable, c'est génial. Je n'en ai pas parlé à mon responsable, j'ai attendu le matin suivant. Là, je voulais m'amuser et voir le monde. Le responsable direct de Li Jun, Chen Hualing, m'a raconté cela. Je me suis sentie si heureuse et ravie au fond de mon cœur. Était-ce un bonheur normal dû au fait d'avoir achevé votre travail ou était-ce un bonheur extraordinaire car vous viviez un moment historique? Je pense que c'était un bonheur normal. Je n'avais pas l'impression de vivre un moment historique. Au début, la connexion à Internet se faisait par téléphone via un modem, que les Chinois appelaient sha, en raison d'une prononciation similaire. La connexion était lente, comparée à aujourd'hui. Je me souviens qu'en 1994, je n'utilisais les ordinateurs que pour les jeux basiques tels que le démineur. Ou sinon QQ, une application de discussion en ligne. Mais nous ne nous en servions pas souvent, c'était plus de la curiosité. Une curiosité qui a continué à attirer la population vers cette technologie nouvelle et tellement fascinante. La vitesse de connexion Internet a petit à petit augmenté grâce aux progrès techniques. Des lignes téléphoniques aux fibres optiques, puis maintenant au sans fil. Aujourd'hui, la Chine est entrée dans l'ère de la 4G. Et les Chinois bénéficient, où qu'ils soient, d'un accès rapide via leur téléphone portable. Des dizaines de millions de personnes ont ouvert des boutiques en ligne. Et des centaines de millions échangent chaque jour sur les réseaux sociaux. La Chine appelle à davantage de collaboration internationale pour l'établissement d'une structure institutionnelle stable et fiable pour la sécurité maritime dans la région Asie-Pacifique. Cet appel a été fait par des responsables des ministères de la Défense nationale et des Affaires étrangères durant un atelier de travail dans le cadre du Forum régional de l'ASEAN. Le séminaire de 2 jours a été sponsorisé par le ministère de la Défense nationale et organisé par l'Université de la Défense nationale de l'Armée populaire de libération. L'événement a attiré les représentants de plus de 20 pays et organisations internationales.
Au trouble dans la région Asie-Pacifique, tourmentée par les différends maritimes, les activités terroristes, la piraterie, le trafic d'armes et la traite d'êtres humains. Avec la sécurité comme priorité, tous les ans, le Forum régional de l'Océan organise de nombreuses rencontres sur les questions maritimes. Ce forum porte sur le contrôle des risques et la coopération. Les conflits maritimes se sont produits en raison d'une mauvaise compréhension. Nous devons les aborder d'une manière plus politique au lieu de se battre. Il y a toujours un moyen de résoudre ces problèmes. Nous encourageons les pays à avancer et à mettre en place la coopération existante actuelle. Nombre des conflits viennent de revendications territoriales et d'un manque d'accord sur la compréhension commune des normes. Par exemple, la Chine s'oppose à la patrouille des États-Unis près de ces zones économiques exclusives, tandis que les États-Unis pensent que garantir la liberté de navigation est une justification clé de sa présence en Asie. Le manque de précision pour certaines revendications accroît l'insécurité dans la région et entrave les possibilités d'arrangements coopératifs pour gérer pacifiquement et trouver des solutions aux conflits. La Chine emploie tous les moyens pacifiques pour appeler les gens à venir aux discussions et nous sommes à présent dans la phase des discussions sur le code de conduite. La Chine a proposé la double réflexion pour résoudre le conflit en mer de Chine méridionale et plus de 20 pays ont adhéré au CIES. L'an prochain, ce sera l'année de la mise en application du CIES, lequel est une étape pragmatique et majeure de résolution de la crise. Le CIES est une initiative de la Chine sur un code pour les rencontres non prévues en mer. Et la consultation sur un code de conduite est en cours avec les pays de l'ASEAN pour formuler des mesures préventives sur la gestion des risques en mer basées sur des propositions de la Chine. La Chine est prête à étendre les discussions avec d'autres parties sur les codes de conduite et la gestion de crise en mer selon le cadre régional de la sécurité multilatérale afin d'établir une structure institutionnelle stable et fiable pour la sécurité maritime. Tout le monde s'accorde pour dire que l'Asie a besoin d'un bon ordre en mer. Les difficultés reposent encore sur la découverte de manières viables pour gérer les divers défis maritimes. Tout le monde connaît l'histoire d'Oskar Schindler, un industriel allemand qui a sauvé de nombreux juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Au même moment en Belgique, à quelques 8000 km de la Chine natale, Xiu Lingxin de Perlingui réussissait à sauver 97 Belges. Elle a pour cette action été surnommée la mère chinoise de la Belgique. Xiu Lingxian est née en 1912 dans une grande famille du district de Yixing dans la province du Jiangsu. Dès son enfance, elle avait décidé de devenir scientifique. À l'âge de 17 ans, elle est partie étudier la chimie à l'université de Louvain, en Belgique. En mai 1940, les Allemands envahissent le pays. Dans le village d'Herbemont, où elle vivait, un jeune participant à la résistance fait exploser un train allemand et est condamné à mort. Xiu Lingxian s'est rendu alors compte qu'elle connaissait Alexander von Falkenhausen, le général allemand en charge de la Belgique. Ce dernier avait en effet servi en Chine et entretenu de très bonnes relations avec son frère aîné, Tian Zhuolun. Elle lui demande donc d'épargner le jeune résistant. Quelques jours après, il était amnistié et les habitants d'Herbemont regardaient Xiu Lingxian comme une héroïne. Le 7 juin 1944, dans le village voisin d'Ekosine, 97 personnes sont arrêtées pour l'assassinat de 3 officiers de la Gestapo. Tous devaient être exécutés si le village ne livrait pas les coupables. Les habitants d'Ekosine sont donc allés trouver Xiu Lingxian pour lui demander d'intercéder en leur faveur. Une fois encore, elle va trouver le général. Ce dernier, malgré les ordres, a épargné la vie de ces 97 personnes. Jean Dutrieux, qui a maintenant 67 ans, est l'ancien bourgmestre de la ville. Son père était l'un de ces 97 condamnés. De son vivant, il lui racontait souvent cette histoire et lui avait parlé de Xiu Lingxian. Mais c'est un fait historique très important, bien sûr, parce que ça a permis
Moi, ça m'a permis d'être là, puisque Madame Berlinguy a sauvé mon papa, hein, et je suis né après la guerre. Donc, si malheureusement il avait été fusillé, eh bien, je n'aurais jamais été là. Alors moi, je la considérais un peu comme une deuxième maman. Le roi de Belgique a personnellement remercié Siu Lin-hsien pour sa contribution à l'amnistie de ses condamnés belges et lui a remis une médaille. Quant à ses honneurs, Siu Lin-hsien semble ne pas les rechercher. Elle avait dit à son père « Je n'ai fait que ce que je devais faire ». Eh ben, ça méritait vraiment une récompense, et pas n'importe quelle récompense. Ça méritait une récompense de grande valeur. Et je crois que le fait de lui avoir donné tout de suite après la guerre, eh bien, c'était un signe que, effectivement, on reconnaissait le geste important qu'elle avait fait pour Écosine, pour la patrie, pour la Belgique entière. L'histoire de Madame Berlinguy est largement diffusée en Belgique. Nous pouvons la trouver dans des musées et dans des journaux. Cependant, les citoyens d'Écosine ont trouvé une façon très unique pour faire la commémoration. Une rue nommée d'après son nom, la rue Madame Berlinguy. C'est important. Moi, je sais ce que Madame Berlinguy a fait. Je sais qui était Madame Berlinguy. Mais mes petits-enfants et ceux qui viendront après ne sauront plus qui était Madame Berlinguy. Donc, il faut absolument garder le souvenir de ce que cette dame venue de Chine a risqué sa vie pour les gens d'Écosine. Donc, nous avons, je crois, un devoir de mémoire. Aux alentours de l'an 2000, l'histoire de Siu Lin-hsien a traversé les océans pour revenir en Chine. Les médias chinois s'en sont emparés et la ville de Yixing, d'où elle est originaire, s'est enorgueillie d'avoir donné naissance à une telle héroïne. La ville en a également tiré prétexte pour établir un jumelage avec Écosine. Le gouvernement chinois a proposé à Jean Dutrieux de devenir ambassadeur d'amitié entre la Chine et la Belgique. Jean Dutrieux espère retourner un jour en Chine et revoir les amis qu'il a rencontrés il y a plus de 10 ans. Une fois que sa petite fille aura grandi, il lui racontera toute l'histoire, afin que les générations suivantes n'oublient pas cette grande dame chinoise. Les autorités locales annoncent qu'un bus transportant des gendarmes est tombé dans un ravin dans la province de Salta au nord du pays, causant la mort de 40 personnes. L'accident s'est produit lundi. Le bus transportait des agents de gendarmerie argentins qui patrouillent aux frontières du pays. La province de Salta est aux frontières de la Bolivie, du Chili et du Paraguay. La sécurité aux frontières est devenue un sujet brûlant en Argentine depuis que le pays est devenu un point de passage du trafic de cocaïne andine vers l'Europe et que des trafiquants d'êtres humains envoient des réfugiés syriens vers l'ouest. Le président Mauricio Macri a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Les équipes de secours seraient en train de libérer les gendarmes encore vivants mais bloqués à l'intérieur du véhicule. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.